Comme vous vous en doutez, mon propos ne va pas être de vous présenter des biographies que vous trouveriez et que vous trouverez dans Wikipédia et ailleurs. Ce que je souhaiterais que l'on retienne, et je commence par cela et je finirai par cela, c'est le mouvement qu'il y a entre ces trois personnages, dont je vais présenter tout de même les œuvres fondamentales, et le lien, la liaison entre Érasme, entre quelqu'un comme Théodore de Bèze, et bien sûr s'intercalera Robert Estienne, et enfin Wettstein, qui est le père de la critique. Pourquoi parler de cela et comment commence cela? Eh bien, cela va commencer avec Érasme. Cela commence avec Érasme et avec ce que vous connaissez, les 5 Nouveaux Testaments. Érasme va s'y reprendre à 5 fois en produisant un Nouveau Testament qui s'appelle dans sa première édition Novum Instrumentum. Il changera en Nouveau Testament dans les éditions suivantes, mais il y a 5 éditions. Et même comme je vous le montrerai, si ces éditions ne sont pas pour nous aujourd'hui, sur le plan de la critique, quelque chose d'extraordinaire, ça reste tout de même extraordinaire sur le plan de l'humanisme et de la culture. Car en fait, pourquoi Érasme va-t-il s'atteler à ce travail parmi bien d'autres choses? Les œuvres d'Érasme, c'est 50 volumes. Eh bien, parce qu'il y a un problème éternel, la Vulgate, qui n'est pas sûre. La Vulgate n'est pas sûre, les textes ne sont pas les mêmes, on trouve des traductions que l'on trouve étranges, donc la Vulgate n'est pas sûre. Comment va-t-on faire? On va réviser la Vulgate. Comment? Eh bien, on va réviser la Vulgate, soit en retouchant, comme vous le verrez, Robert Estienne retouchant par des manuscrits latins, en essayant de retrouver cette hypothétique Vulgate des origines de Saint Jérôme, ou alors on va faire aussi comme Érasme, chercher du manuscrit grec et essayer de refaire de la traduction sur le manuscrit grec. Donc je vous montre en même temps, j'ai pensé que ce pouvait être intéressant de voir quelques photos de ces choses-là. Donc voilà la première édition du nouvel instrument, c'est la traduction de tout le texte soigneusement revu et corrigé par Érasme de Rotterdam, non seulement selon la vérité du grec, mais aussi d'après la foi de nombreux manuscrits. On verra que ce n'est pas si juste. D'après la foi de nombreux manuscrits des 2 langues, anciens et corrigés, et selon la citation, correction, interprétation des auteurs les plus approuvés, notamment Origène, dont Théodore de Bèze aura horreur, Chrysostome, Cyril, la Vulgate, Jérôme, Cyprien, Ambroise, Hilaire, Augustin. Voilà un projet digne de la Beste. Avec des annotations, le mot est important, c'est les fameuses annotationes, donc, qui seront finalement l'objet de cette conférence, avec des annotations qui instruisent le lecteur sur ce qui a été changé, par rapport dans le texte de Vulgate et par rapport au grec, et pourquoi. Ainsi donc, toi qui aimes la vraie théologie, lis, comprends, et ensuite juge, et surtout cette fin que j'aime beaucoup d'Érasme et que je dirai aujourd'hui encore, ne t'offense pas aussitôt si tu rencontres un changement, mais examine si ce changement n'est pas pour le mieux. Avouez que c'est un programme génial. N'aurait-il écrit que cela? C'est déjà extraordinaire comme message qu'il nous donne aujourd'hui. Donc voilà. Maintenant, je vous montre l'édition. Toujours, je suis sur la première édition. Alors, je vous montrerai toujours le livre des actes parce que je travaille le livre des actes. Donc, je suis ici sur le premier, le livre des actes. Je fais, on ne peut pas tout dire, je vous fais remarquer ce grec ligaturé, ton men proton logon, ce grec ligaturé qui est ainsi fait pour à la fois gagner de la place
et d'autre part, imiter, c'était l'esprit, imiter les manuscrits. Vous avez dans ce premier texte, c'est important, le texte d'Érasme, on va voir avec quel manuscrit, et en face, vous avez la traduction latine d'Érasme. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Je mets un gros plan, voilà, pour que vous voyez bien les ligatures, avec un texte qui est connu, donc c'était pour vous montrer par curiosité comment ça se présentait. Les manuscrits, eh bien, c'est là qu'il parle de nombreux manuscrits. Il n'y a pas tellement de manuscrits. Il y a 4 manuscrits, pris dans la bibliothèque, je crois, des Dominicains à Bâle. Et il y a 4 manuscrits, et c'est de la minuscule, c'est ce qu'on appelle du texte byzantin. C'est du texte du XIe, XIIe siècle. Voilà. J'en prends un exemple pour vous montrer à quoi ça ressemble, et voilà un des exemplaires des manuscrits sur lesquels travaillait Érasme. Où il est coté aujourd'hui sur le Grégory Haaland 1. Vous trouvez dans tous les. Et le 2, qui est aussi célèbre, voilà, qui est très joli aussi. Voilà. Là, c'est l'évangile de Matthieu. Vous voyez ? Donc, il en avait 4 manuscrits pour les évangiles. Bon, je vous montre maintenant, on parle de comment se présente cette collection, ce qui en fait cette œuvre d'Érasme, ce qui en fait le génie, c'est qu'il y a le texte, la grecque, la traduction latine proposée par Érasme, et les annotationes, les fameuses annotations d'Érasme. Je vous montre comment ça se présente. Alors, disons-le, parce que pour Bèze, ce ne sera pas vrai, ces annotations sont éditées. Elles sont en latin toujours, un appareil critique, des commentaires en anglais, mais c'est Toronto qui a édité pratiquement tout le texte. Voilà, alors ces annotationes se présentaient ainsi, voilà. Avec, on vous montrera à la fin, et ça se terminait ainsi. Voilà. Et j'ai mis ceci, on y revient, c'est pas la peine. Voilà, le résumé des œuvres. Préface, c'est très important pour comprendre Érasme, préface à ces annotations. Donc, le texte grec, le texte latin et des annotations. Érasme présente ces annotationnes comme une œuvre de philologie pieuse, unissant la rigueur critique et la fidélité ecclésiale. Son objectif est de purifier le texte du Nouveau Testament pour qu'il soit à la fois plus exact sur le plan linguistique et plus transparent sur le plan spirituel. Et la fin, comment il finit, c'est un beau texte d'Érasme, comment il finit sa présentation de ses annotationes. Donc il va y avoir des annotationes générales, ça c'est la préface générale, mais il va y avoir pour chaque évangile et pour chaque épître, pour tout le Nouveau Testament. Adieu lecteur, qui que tu sois, et je te prie encore, si tu tires quelques fruits de mes labeurs, souviens-toi de ton devoir de chrétien, et sans m'estimer indigne, recommande-moi dans tes pieuses prières au Christ, de qui seul nous attendons la récompense solide de ce travail. Et son but n'est pas seulement que la lecture soit purifiée, mais encore qu'elle ne puisse pas facilement être corrompue à l'avenir. Puis, donc, première édition, je vous ai dit, il y en a 5. Il y a la deuxième édition de Bâle, nous sommes une édition de 1516, puis l'édition de 1519 à Bâle, puis la troisième édition, c'était la quatrième, quelque chose d'exact. La troisième, on en parle à cause du fameux rajout qu'on a forcé Érasme à ajouter, ce qu'on appelle le Comma Johannem, le passage sur Jean que je vous montre, sur le manuscrit, voilà. Voilà. Là, c'est à la troisième édition que ça paraît, car ils sont 3, sunt qui dans incello, pater. Remarquez, il ne dit pas verbum.
sermo, et Spiritus Sancto. Donc, ceci apparaît dans un manuscrit, qui est ce manuscrit, vous voyez, le Montfortanius, on l'a poussé à prendre ce manuscrit et il a introduit à contre-cœur ce qu'il sait être dans très peu de manuscrits. 1 Jean 5, vous connaissez l'histoire, vous l'avez ici, vous voyez, ente noma pater logos kai tina. Agion. Après, vous avez une 4e édition importante, c'est celle-ci. Pourquoi elle est importante? Vous le voyez tout de suite, vous voyez qu'elle a 3 colonnes. Alors, Érasme, sous les critiques, les discussions, va faire une colonne grecque, une colonne de sa traduction et la Vulgate. Voilà. Donc on peut, moi ça avait été une première difficulté en travaillant là-dessus, on disait mais oui, mais il nous explique qu'il ne suit pas la Vulgate, mais quelle Vulgate? Donc ce texte-là. Voilà. Vous voyez aussi cette très belle calligraphie. Enfin, la 5e édition, je me perds. Non, là, je n'ai pas rien dû mettre. Voilà, on revient. Voilà, je vous ai présenté Érasme. Je veux donc maintenant, parce qu'on ne dispose pas d'une immensité de temps, faire une remarque fondamentale sur les manuscrits. Les manuscrits, je vous dis, il y en a 4. Ces manuscrits sont de tradition byzantine, du XIe, XIIe siècle. On les connaît tous. Ils sont catalogués, on sait lesquels c'est. Ce sont des textes, donc, du texte byzantin, qu'on dit majoritaire, et la question auquel je réponds avec ma conviction personnelle, je ne force personne à croire cela, mais le texte est dit majoritaire, il apparaît vers le 4e, 5e siècle, puis il va progressivement être harmonisé, ce texte. Dans le milieu, c'est un texte ecclésial. C'est un texte poli par la liturgie et par l'Église. Et c'est donc ce qui fera que la critique moderne ne le retiendra pas en général, et retiendra Nestle-Aland et puis d'autres avant. Mais pourquoi il est majoritaire? Parce qu'il a été poli et limé par une tradition ecclésiale. On peut faire ce choix. Mais enfin, faut-il le savoir? Puis nous arrivons à Théodore de Bèze et Jean Calvin. J'ai mis ces 2 portraits. Le portrait de Jean Calvin est superbe sur cette photo. Et donc, on ne va pas présenter Théodore de Bèze, simplement dire que on a dit que c'était le pape de la Réformation. C'est une correspondance de près de 50 volumes qui, elle, est éditée chez Droz. C'est le colloque de Poissy, avec la rencontre avec les évêques, c'est Théodore de Bèze. La conversion du roi Henri IV à la Réforme, alors qu'il n'était pas encore roi de France, mais la conversion de Jeanne d'Albret, la confession de foi de La Rochelle, l'organisation des églises de la Réforme, c'est Théodore de Bèze. C'est un humaniste, mais c'est un humaniste qui a aussi un esprit bien fermé et bien étroit. Je dirais que quelques mots. Il y a un livre que j'ai trouvé chez les bouquinistes, qui fait toujours chez Geisendorf, qui raconte, qui donne une vie de Théodore de Bèze. Mais ce qui m'intéressait chez Théodore de Bèze, ce n'est pas sa théologie, il est un forcené de la prédestination qu'il a durci, il a terriblement durci la doctrine de Jean Calvin, mais c'est ses annotationes. Qu'est-ce que fait, quel est le projet de Théodore de Bèze? C'est de reprendre la question que pose Érasme, de reprendre et de rediscuter. Donc il va nous présenter un texte avec un Nouveau Testament grec, une colonne Théodore de Bèze, une colonne Vulgate et des annotationes. Ces annotationes non traduites, précisément, dont l'Institut de la Réformation à Genève, je sais qu'il s'intéresse à cela, bien sûr, eh bien c'est très intéressant parce que ce n'est pas traduit. Ce qui fait que Théodore de Bèze est mal connu, comme on l'a écrit, ceux qui ont écrit sur lui, cet ouvrage de Kranz,
qui est fondamental sur Théodore de Bèze et Érasme, parce qu'il n'est pas traduit et parce qu'il est dépassé. Il faut dire les choses comme elles sont. Les analyses de Théodore de Bèze sont dépassées sur le plan scripturaire et il n'est pas traduit. Donc je vous montre maintenant un intermédiaire important. Un intermédiaire important, c'est Robert Estienne. Robert Estienne qui sera le bibliothécaire de François Ier. Donc il commence catholique avec la Sorbonne, puis ça devient compliqué et il passe à Genève. Donc Robert Estienne est à Genève l'un des principaux artisans de l'âge d'or et de l'imprimerie réformée. Il publie notamment sous l'enseigne de l'Olivier, c'est cette enseigne ici. Et il éditera l'Institution de la religion chrétienne de Jean Calvin, des œuvres profanes très nombreuses, c'est intéressant ces œuvres profanes parce que quand Théodore de Bèze cite tel auteur, mais on se dit mais où les a-t-il pris? Il les a pris dans des éditions qui ont été, entre autres, des éditions de Robert Estienne. Les œuvres profanes et son thésaurus Lingua Latinae que vous avez en bas à la bibliothèque. Je sais que Christophe Rico montre cet ouvrage comme un des plus beaux ouvrages de la bibliothèque, le dictionnaire de la langue latine. Œuvre considérable entreprise en 1528. Voilà. Donc le projet de Robert Estienne va être de réviser aussi la Vulgate, toujours pareil, et on va voir. Je vous montre l'édition latine. Vous voyez que c'est quand même du très beau caractère. Voilà l'édition latine de Robert Estienne. Première tentative humaniste de purifier le texte latin à partir des meilleurs manuscrits disponibles, c'est-à-dire qu'il bénéficie de manuscrits de la Bibliothèque royale de François Ier. Il travaille avec l'aide de savants, et dont son fils Henri. Ce sera important, le fils Henri, parce que le fils Henri va garder pas mal de notes de son père que nous n'avons plus, et que nous n'avons plus. Mais l'on suppose que Théodore de Bèze avait les notes d'Henri Estienne, malgré les pressions théologiques du Parlement de Paris. Voilà, je vous montre maintenant la merveille, c'est-à-dire ce fameux texte, on en a parlé plus d'une fois avec Lukács, voilà, le texte de l'Editio Regia, c'est le texte que l'on appelle texte reçu, textus receptus. Regardez la qualité des caractères qui ont été fabriqués pour le roi François Ier, et surtout, ce qui fait la qualité, le génie de cette Bible, vous avez ici, vous voyez, le premier petit apparat critique. Je voulais vous le montrer, vous avez un, avec un 1 qui correspond ici, et c'est le premier apparat critique. À partir des différents manuscrits qu'il a, il compose. Voilà. Alors, je ne vous cache pas que je travaille que sur les actes, je les ai tous relevés. Il y en a une soixantaine pour les actes. Vous voyez? Alors, ça peut être avec ici des petits traits, c'est-à-dire il signifie qu'il y a autre chose dans son manuscrit, et à côté, c'est ça qu'il faut surtout dire, à côté, vous voyez, j'espère que vous voyez sur l'écran, vous avez un petit trait, et vous avez, après qu'il est marqué, voilà, vous avez une étoile. Bon, l'étoile, il vous dit que c'est quelque chose d'autre, tesges. Mais à côté, vous avez delta et iota. Ici, vous avez delta, iota. Ce sont les noms des manuscrits. Donc, il y a 15 manuscrits, alpha, bêta, et ces manuscrits, maintenant Eliot et bien d'autres, ont dressé, on sait ce que c'est. On sait à quoi ça correspond réellement. Mais vous voyez, ces manuscrits étaient regardés ici. Delta, epsilon, theta, iota, gamma. Tous ces manuscrits étaient bêta. Alors bêta, c'est merveilleux, parce que bêta, on sait maintenant qu'il avait le codex de Bèze. Ce codex de Bèze, que Théodore de Bèze aura plus tard,
il l'a ici. Quand on a bêta, donc quand j'ai travaillé là-dessus, j'ai noté spécifiquement les bêta parce que c'est le codex de Bèze. Vous voyez là, une note avec en bas, donc il vous explique le en plus ou le en moins, et puis vous avez bêta. Voilà, pour vous montrer le petit apparat critique. C'est texte grec accompagné d'un apparat critique fondé sur 15 manuscrits. C'est pas énorme. Première édition imprimée du Nouveau Testament grec qui rassemble un apparat moderne. Il utilise le codex de Bèze, qui est 0,5 maintenant, pour les actes et les évangiles. Voilà. Je vous montre ceci rapidement aussi. J'ai mis ma montre. Bon, c'est correct, vous voyez. C'est correct. Ici, vous voyez ce travail, j'admire ceux qui ont fait ce genre de... On n'a pas idée du genre de travail que ça demande. Vous voyez, le tableau suivant énumère les manuscrits utilisés pour les variantes mentionnées dans le petit apparat de la 3e édition de Stéphane Étienne, que l'on considère aujourd'hui comme ce qu'on appelle le texte reçu. Ce texte reçu qui sera le texte de la Réforme, parce que la King James, et puis ça sera le texte d'Érasme, le texte de Théodore de Bèze, le texte de Robert Étienne, le texte d'Elzévier. Voilà. Mais ne nous faisons pas illusion. Déjà, on pourrait penser qu'il y a un texte. Non. Dès que l'on commence à chercher dans le détail, il y a tout un apparat critique sur ces 3 éditions. On ne trouve pas pareil chez Érasme et chez Robert Étienne. Chez Elzévier, il y a des variantes. Ça a été édité. Ceci, ce tableau que vous avez sous les yeux, où je mets le tableau suivant énumère les manuscrits utilisés. Je viens de vous parler de ces manuscrits qui sont sur la colonne de gauche ou de l'édition de l'édition de 1550 de Robert Étienne. Pourquoi on parle de cela? Parce que de Bèze s'en servira. Eh bien, ces manuscrits, il fallait trouver. Dans la préface, il dit quoi? Il dit qu'il s'est servi de 15 et puis qu'il les a appelés alpha, bêta, gamma, delta. Allez donc savoir. Donc il y a des chercheurs qui ont trouvé à quoi correspondait. Alpha, alors ça va être des grandes confusions chez de Bèze. Alpha, ce n'est pas un manuscrit, c'est la Bible d'Alcala. Voilà. Après, bêta, c'est le codex de Bèze. Et puis beaucoup, vous voyez, sont des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. C'est très amusant de les regarder, mais toujours pareil. Il n'a pas du manuscrit extraordinaire, à part le codex de Bèze, mais comme il n'a pas l'esprit critique, il ne fait pas de différence. Il a des vieux manuscrits qu'il a de la Bibliothèque royale. Et c'est ça qui va ensuite être dépassé par la critique textuelle. Mais il fallait qu'il y ait cela, car s'il n'y avait pas eu cela, il n'y aurait pas eu la suite. Si on n'avait pas eu l'idée de noter ces variantes, mais il n'a pas encore la technique, il parlera de vieux manuscrits qu'il a eu à la Bibliothèque royale. Et il note soigneusement. Alors, souvenez-vous de cela, il note sur les bords de la Bible, comme vous avez vu, de l'édition 1550, il note alpha, bêta, gamma, où il a trouvé. Mais quand de Bèze, vous verrez plus tard, va parler de ces... On voit qu'il y a bien d'autres choses. En fait, dans sa préface que j'ai traduite, Robert Étienne dit « Oh, mais j'ai été négligent, j'ai pas tout relevé, il y en avait d'autres, et puis la typographie n'a pas été bonne, on en a loupé, mais mon fils Henri a noté, a les notes de toutes les variantes. Mais on a fait l'histoire de la Bibliothèque de Genève, on a publié des livres de la Bibliothèque de Genève. Ce document n'y est pas. Quelles étaient les notes qu'avait Henri Étienne, puisque de Bèze, quand il va ensuite consulter, il parlera, c'est pas évident, c'est ce que j'ai cherché avec beaucoup de temps, d'ailleurs cet été. Est-ce qu'il lisait sur le côté de la Bible, ou est-ce qu'il savait de par ailleurs? Bon, Krantz, dans son bouquin, dit que c'est sûr qu'il savait par les notes de Henri Étienne et qu'il n'avait même peut-être pas de Bèze regardé les manuscrits eux-mêmes. Donc nous arrivons
donc au travail de Théodore de Bèze. Vous vous rappelez les 5 éditions d'Érasme? Et bien maintenant, vous avez 5 éditions, l'édition Mailleur de Théodore de Bèze. Ce n'est pas édité. Donc, vous avez l'édition 1565, 1556, je vous montre ces éditions quand même. Voilà, ça se présente ainsi. Elle est en latin. La première n'a que le latin, avec le texte, les annotationes, qui ne sont pas à la fin, mais qui suivent le texte chez de Bèze, et la Vulgate, ici. Bon, on en prend une autre. Voilà. Alors, ça, ce n'est pas traduit. Mais je vais vous dire l'instrument qu'on a. 1565, il s'y reprend. Mais là, nous avons le grec, nous avons le latin de Bèze, nous avons le latin de la Vulgate. Qu'est-ce qu'y a-t-il dans ces annotationes? Dans les annotationes, en fait, c'est toujours à peu près le même débat. Érasme dit, le vieux traducteur dit, la Vulgate, et moi je dis. Des fois, il est d'accord avec Érasme, rarement, mais surtout d'accord avec la Vulgate, en disant, car dès la préface, il dit que le traducteur ne peut pas s'être trompé, que les fautes qu'il y a dans la Vulgate, c'est les scribes qui les ont mises, et que ça ne peut pas être Jérôme. Donc, par goût et par conviction, il est Vulgate. Et pas du tout. Des fois, il suit la philologie d'Érasme, mais pas toujours, et très peu souvent. Et surtout pas du pasteur Castillon, qui va être le libéralisme de Bâle, là qui traduit à la Cicéron, alors donc c'est pour lui scandaleux, il dit que c'est une horreur. Alors là, vous voyez, j'ai mis des chiffres rouges. Pourquoi? Parce qu'à partir de 1582, eh bien, on a des choses nouvelles. Ce qui va rendre la lecture de Théodore de Bèze, Krantz le souligne très bien, on ne peut pas dire, en lisant Théodore de Bèze, Érasme est édité, c'est fait. Mais Théodore de Bèze, on ne peut pas dire, je vais lire la dernière édition. Parce qu'il y a 5 éditions, et dans les 5 éditions, il change des choses. Il change des commentaires. Il y a des choses nouvelles, parce qu'il a de nouveaux instruments, mais il y a aussi des idées nouvelles. Il y a des choses qui disparaissent. Donc, celui qui fera un jour, Dieu voulant, une édition critique de Théodore de Bèze, eh bien, il faudra qu'il fasse comme pour Érasme, qu'il aligne toutes les éditions à côté, qu'il fasse une édition critique. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans cette 1582-1589, dernière édition du Maître de Genève? 1598, c'est la dernière édition de Théodore de Bèze. Voilà, alors c'est pas ça que je voulais vous montrer. Ah non, je me perds, voyez-vous. Hop. Ah, attendez. Je reviens à Bèze, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Ce sur quoi nous travaillons, vous voyez, il y a 5 éditions. Eh bien, il y a une édition qui a été faite à Cambridge, qui est de 1642, et c'est cette édition dont nous nous servons. Voilà, je travaille là-dessus. Ça, c'est l'en-tête de l'édition. Et voilà comment se présente le texte sur lequel il faut travailler. Voilà, vous voyez, vous avez ici le texte grec, le texte latin de Théodore de Bèze et la Vulgate, et là vous avez ses commentaires philologiques, voyez. Avec toujours, il va reprendre et il va discuter la traduction d'Érasme et la traduction de la Vulgate. Je mets une page un peu plus grande, peut-être, parce que c'est plus sympathique. Voilà, oui, c'est peut-être la même. C'est la même. Bien. Et je vous montre maintenant un schéma qui va vous paraître un peu compliqué, mais dès qu'on l'aura expliqué, il ne sera pas compliqué. Voilà. Voilà. Donc, l'influence des uns sur les autres.
Ici en haut, vous voyez, je l'aurais pu faire en couleur, vous voyez avec la main, là, je pense qu'on voit, c'est toutes les Bibles d'Érasme. Une des premières éditions, deuxième édition, troisième édition, quatrième, cinquième. Ici, dessous, c'est les Bibles de Stéphanus, de Robert Estienne. 1, 2, 3, vous voyez, voilà, ces Bibles vont jusque-là. Et là, vous allez avoir l'influence, vous voyez, Stéphane, le Stéphane latin, le Stéphane grec, la fameuse 1550, et là, vous avez de Bèze, et l'influence sur Théodore de Bèze. Si vous regardez mon schéma, et c'est un des aspects assez intéressants, je trouve, vous voyez, je vous ai dit qu'à la troisième édition, il se passait quelque chose. En effet, vous voyez qu'ici, on voit sur l'écran cette main, oui, vous avez Trémilius, ici, et dessous, vous avez Dujon. Alors, qui sont ces gens-là? En fait, c'est la grande surprise, quand on commence à lire les annotationes de Théodore de Bèze, eh bien, on voit, mais sans arrêt, sur un chapitre comme le chapitre 1, vous allez le trouver 15 fois. Dans mon traducteur, la traduction, le syriaque et l'arabe. D'abord, on se dit, mais est-ce qu'il le lit, le syriaque, ou il ne le lit pas? Et l'arabe, comment? De Bèze, il a l'arabe à Genève. En fait, on va le voir tout de suite. Donc, voilà, là j'ai mis des... Oui, c'est ce dont je suis en train de vous parler. Vous voyez, vous avez le texte de Bèze en haut, hein, le texte grec. Vous avez ici une variante où il y a prostus idius, et il va dire que lui, il trouve dans le syriaque et dans l'arabe, ils ont additionné les Adelphos. Ah. Alors, quelle est cette version syriaque? Je vous, donc, en effet, la Péchita porte l'addition, mais de Bèze, il n'a pas la Péchita. Donc, d'où il le sort? Il le sort d'un grand humaniste de l'époque qui va travailler dans la Bible d'Anvers, c'est le fameux travail de Trémilius. Emmanuel Trémilius est un juif converti, il restera un an catholique, il deviendra ensuite protestant, et c'est lui qui va faire des gros travaux sur la Bible syriaque. Je vais vous les montrer, ce sont des Bibles superbes. Voilà. Une version fondée sur l'hébreu massorétique et le syriaque, très littéral. Ça devient la Bible latine des réformés, influençant jusqu'à la King James. Alors, voilà, il y a la Bible de Trémilius, il y a 4 pages. Donc, première colonne, vous avez, j'ai tout mis les actes, vous avez la colonne grecque, il la tient d'Érasme. La colonne latine, il la tient de Bèze. À partir d'un certain temps. Et on regarde maintenant la suite. Voilà. Il édite ensuite, en caractère, j'ai mis les frères ici, hein, voilà. Il édite la colonne grecque, la colonne syriaque en caractère hébreu, et sa traduction latine du syriaque. Et vous voyez, à Tratresuos. Donc, je ne suis pas sûr, il faudra voir. Est-ce que de Bèze lisait sur le syriaque, est-ce qu'il lisait directement cette colonne-là, ou est-ce qu'il se contentait, comme on l'a dit, de la traduction latine que lui donnait Trémilius? Voilà, donc pour le syriaque. Ensuite, d'où vient l'arabe? L'arabe vient du pasteur Dujon. Ce Dujon, c'est le gendre de Trémilius, et là encore, en fait, cet arabe, c'est tout simplement du syriaque. Et Weinstein le dira. C'est du syriaque. Des articles sérieux et actuels ont été écrits sur cette tradition qui est passée du syriaque dans l'Égypte, c'est ce qu'on appelle la Vulgate égyptienne,
et là il y a des traductions soit coptes, soit par des coptes, soit par des syriaques, qui sont faites en arabe. Cette Bible arabe arrive au moment du concile de Florence, par là, à la Renaissance, arrive en Occident. De là, elle passe à Heidelberg. Et c'est là que Trémélius et Dujon ont la Bible arabe, ce texte arabe. Puis, il y a la guerre, la bibliothèque palatine est pillée et le manuscrit passe à Rome. Parce que, je vous montre tout de suite, voilà ce que De Bèze a sous les yeux. Et fratres suos. Il a, alors, difficulté de ce texte, je vous le dis, c'est que les chapitres ne respectent pas, vous voyez ici, ce passage, c'est en acte 4, 23, mais chez eux, c'est caput 7. Voilà, le texte bouscule l'ordre. Je vous montre quand même par curiosité, on sait le texte arabe qu'il y a derrière, je me suis amusé un peu avec. Voilà. Le manuscrit est un manuscrit du Vatican, ça c'est le début des actes, et donc Dujon, il n'a pas certainement ce manuscrit-là, hein, parce qu'il aurait trafiqué, il aurait laissé des traces, il n'y a pas. Donc Dujon, il a des copies du Vaticanus 23, à partir des copies, ceci est fait sur du syriaque, à partir de ces copies, il fait une traduction de ce texte en latin, c'est ce texte que De Bèze a sous les yeux. Et quand De Bèze dit sa version arabe, il a la Peshitta, tout simplement. On finit sur De Bèze encore. Eh bien, c'est là que ça devient très décevant. J'ai noté Théodore De Bèze et ses manuscrits. On relève 45 formules imprécises dans les actes. Il ne va pas nous dire, même pas si c'est alpha, bêta, gamma, il va dire dans plusieurs manuscrits, dans quelques manuscrits, dans des anciens manuscrits, dans aucun manuscrit. La formule dans un manuscrit, je la trouve 12 fois, 2 manuscrits 7 fois, 3 manuscrits 7, 4 fois 4 manuscrits, on n'a pas plus de précision. Il dit dans tous les manuscrits, j'ai trouvé. Voilà. Ce qui va faire que cette œuvre n'est pas très critique. Je suis amené à conclure sur Wettstein. Donc, quelques années plus tard, vous voyez, c'est Wettstein en 1693, donc c'est la critique moderne. Je lis simplement, je ne pense pas l'avoir mis là, la critique qu'il écrit au sujet de Bèze. Ah, je n'ai pas de lumière. Voilà, et les règles de la critique. Voilà. Il va lui reprocher, d'une part, la grande critique de Wettstein et de la critique moderne à De Bèze, et c'est pour ça, c'est un peu la morale de mon histoire ce soir. Rappelez-vous que je vous ai dit que le texte byzantin n'était pas très bon. Wettstein va dire et redire dans... il faudrait peut-être que je vous montre... voilà, l'édition de Les Prolégomènes, hein, les Prolégomena. Et là, non, là, ça ne va pas. Très bien. Dans Les Prolégomena, il va dire et redire qu'en définitive, De Bèze n'a pas été honnête. Il dit, il n'a pas été honnête. Il a été, moi je dis, capable de faire ce qu'il pouvait faire. C'est-à-dire qu'il a sélectionné quelques variantes. Mais le critique, comme Wettstein qui vient après, dit il a choisi dans les variantes celles qu'il a rangées. Il y en a plein, moi j'ai déjà comptabilisé, on en voit plein qui sont dans le codex de Bèze et qu'il n'a pas retenu. Alors pourquoi donc? Il y en a plein qui sont chez Robert Estienne et qu'il n'a pas prises. En fait, Wettstein dira il ne choisit que d'après des critères ecclésiaux. Il a une doctrine en tête, Théodore de Bèze, et les variantes qu'il arrange, il les garde, et celles qui ne les arrangent pas, il ne les garde pas. Et c'est en cela que la critique sera mordante. Il écrira là-dessus, voyez, parce qu'à la fin des Prolégomènes,
de l'édition de Théodore de Bèze, Weinstein a une critique sur Théodore de Bèze. Et il dit qu'il était malhonnête. Il nous raconte qu'il avait 25 manuscrits. C'est vrai. Théodore de Bèze dit dans la préface, j'ai 25 manuscrits. Il n'avait pas 25. On est sûr qu'il avait 15. Alors, ceux qui veulent arranger disent qu'il y a eu peut-être une erreur sur le chiffre 2 ou le chiffre 1. En fait, il avait les 15 manuscrits, peut-être, c'est même pas sûr. On pense que Théodore de Bèze avait les relevés de Robert Étienne, gardés par Henri Étienne, et qu'à partir de là, d'ailleurs, s'il avait eu, il aurait mis plus de précision. Mais jamais il dit c'est dans le manuscrit bêta ou dans sauf quand il parle de mon très vieux manuscrit. Mais il le cite 10 fois dans les actes, 15 fois, alors que ça y est très souvent. Voilà. Donc, Weinstein fera la critique de Bèze et dira dans les églises de la Réforme, ça a été le texte par excellence, le texte de Théodore de Bèze. Hein. C'était le texte reçu et le texte d'église. Bien sûr, comme le pauvre Weinstein sera expulsé de Bâle, il sera expulsé par l'Église et il ira enseigner et faire les travaux scientifiques qu'il a fait. Donc il va être le premier à faire à Amsterdam, il enseigne. Il va donc faire les catalogues de manuscrits et dire le premier, on ne classe pas les manuscrits par plus vieux ou pas plus vieux, par leur nombre, mais par leur datation. Il va être le premier à faire une étude du Vaticanus, il va faire une étude, l'Alexandrinus qu'il a et qu'il travaille. On a à Amsterdam tout le Codex de Bèze, ça c'est pas édité, mais c'est sur des notes, le Codex de Bèze annoté par Weinstein qui a mis des notes sur les variantes, toutes les variantes. Il va énoncer les grandes règles de la critique textuelle. Tout ça pour dire, et pour clôturer là-dessus, que l'exégèse, ce n'est pas simplement un acte de piété. Hein. L'exégèse, c'est une science. Et c'est une science avec des règles, avec un fonctionnement, mais cette science, comme toutes les sciences, a eu un commencement, et c'est là qu'on tire son chapeau quand Érasme aligne 4 manuscrits, et bien c'est déjà beaucoup. Et puis de Bèze, il en aligne 15, il pense qu'il en a 25, mais c'est déjà beaucoup, et on ouvrira, et qu'ainsi progressera la critique textuelle. Ce sont des grands devanciers, et c'est pour cela que je me suis mis en relation avec les professeurs à Genève pour travailler de Bèze, qui ne présente pas un grand intérêt sur le plan de la critique textuelle, mais puisque ces travaux ont été quand même abandonnés, mais qui, sur un cheminement historique et un cheminement de la pensée, reste à mes yeux très intéressant et vaut la peine qu'un jour, peut-être, soit faite une édition critique. Voilà, je vous remercie.